L'État, par la voix de Ségolène Royal, a remis dans le jeu le projet défendu par Marie-Zed Zoll et la communauté des communes. S'agissant du projet Albioma, elle a réclamé des éclaircissements. La polémique n'est pas prête de s'arrêter. Nos explications en début d'édition et le deuxième volet de notre enquête. Rupture d'approvisionnement, manque de médicaments, opérations repoussées. Rien ne va plus au CHU de Pointe-à-Pitre. Le personnel soignant était mobilisé aujourd'hui dans le hall d'accueil de l'établissement. Il réclame plus de moyens pour sauver l'hôpital en grande difficulté. Et enfin, une semaine d'information sur la santé mentale a débuté depuis hier au Memorial Act. Cette 28e édition s'articulera autour du thème santé mentale et travail. Comment s'insérer dans la vie professionnelle quand on est atteint de pathologie mentale? Les réponses de Karen Diama sont à venir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après des semaines de bras de fer entre usiniers, État et les élus de Marie-Galante, l'État a remis dans le jeu le projet porté par Marie-Zed Zoll aujourd'hui. À l'issue d'une réunion tenue ce matin aux Abîmes, l'État a décidé qu'il fallait approfondir celui-ci. Il a fixé un délai de 18 mois pour que les études qui seront entreprises démontrent sa faisabilité. S'agissant d'Albioma, le projet n'est pas abandonné. Ségolène Royal a réclamé des éclaircissements quant au danger éventuel que ferait courir cette usine à la population. Coup de théâtre ce matin au siège de la direction de l'environnement. Ségolène Royal a remis dans le jeu le projet soutenu par Marie-Zed Zoll. Une position nuancée qui satisfait les élus marie-galantais. Les élus de Marie-Galante ne peuvent que se réjouir d'avoir été reçus par Madame le ministre, se réjouir qu'elle ait su être à notre écoute et qu'elle ait su aussi comprendre nos préoccupations et qu'elle ait su surtout décider que le projet d'Albioma en l'état n'est pas bon pour Marie-Galante. Et donc nous avons décidé, nous lui avons proposé de mettre en place un audit technique, financier de la sucrerie pour voir quelle est la meilleure solution à apporter à la sucrerie. Ce qu'on a tous constaté, c'est qu'il y a encore un certain nombre de points à éclaircir. Il y a encore des zones d'ombre dans ce projet pour en calculer d'abord le caractère financier, le modèle économique. Qu'est-ce qui se passe si la biomasse importée du nord des États-Unis tout d'un coup double ou triple de prix? Comment se répartissent les flux financiers qui sont générés par la revente d'énergie? Et donc, pour qu'un territoire puisse maîtriser le processus, il a le droit d'accéder à l'ensemble de la connaissance du modèle économique qui est proposé. Si jusqu'ici les élus locaux semblent divisés sur ce projet, la région, quelque peu embarrassée par cette affaire, se positionne désormais comme un médiateur. De nombreux moyens seront ainsi mis à disposition pour aider ce programme à devenir un véritable projet. Je reste toujours sur ma position, comme je l'ai dit. Nous avons signé une convention pour pouvoir verser la subvention aux planteurs de 1,7 million. Nous avons rencontré la ministre, nous lui avons expliqué certaines choses. Nous lui avons proposé ces 18 mois, je l'ai proposé, en lui disant, parce que j'ai eu une réunion avec Madame Zoll il y a 3 jours, concernant aussi une demande sur une étude sur l'impact sanitaire, qu'on mette en place des demandes sur des études. Mes techniciens travaillent avec les techniciens de la communauté d'agglomération de Marie-Galante là-dessus. Et aujourd'hui, Madame la ministre nous a dit effectivement que quand le préfet nous disait qu'on lui a imposé une entreprise pour signer la convention, la ministre vient de nous le dire, que c'est le ministre de l'Agriculture qui conditionnait le versement de cette prime. Seule interrogation aujourd'hui, l'industriel Albioma, engagé depuis 2006 avec les élus, peut-il prétendre à un dédommagement? Selon les spécialistes, le préjudice pourrait s'élever à des millions d'euros. Autre problématique toujours liée à ce dossier, la question écologique. Elle a cristallisé les discussions autour de cette centrale. Le projet Albioma est-il vraiment dangereux? Quelques éléments de réponse dans le deuxième volet de notre enquête. Ce sont ces granulés qui seraient utilisés par Albioma pour faire fonctionner la centrale thermique de Marie-Galante. Des résidus de bois qui auraient pu être utilisés pour fabriquer des tables ou encore des chaises. Au total, 50 000 tonnes seront importées des États-Unis chaque année. C'est eux qui permettront à Albioma de faire fonctionner l'usine toute l'année afin d'augmenter sa part d'énergie revendue à EDF. Présenté comme inoffensif, il serait indispensable au bon fonctionnement de la centrale. Ces pellets de bois, eux, sont ces résidus qui ne sont pas utilisés. Donc des branches, des connexes, dans un tronc vous faites des planches, mais après il y a tout le reste de cet arbre. Vous n'allez pas autant le valoriser et on le valorise sous cette forme-là. Donc c'est ces pellets de bois qui vont être importés sur Marie-Galante pour le fonctionnement. Et pourquoi on est obligé d'importer cette... Parce que pour
Le dimensionnement de la centrale fait que nous allons importer, nous sommes obligés de fonctionner toute l'année. Si nous fonctionnons uniquement pendant la campagne sucrière, à ce moment-là uniquement avec la baie, nous serons structurellement déficitaires. C'est-à-dire que c'est une activité qui ne pourra pas fonctionner. Si le projet est décrit comme vertueux, les associations écologiques, elles, y voient plutôt une arnaque. C'est clair qu'aucun écologiste ne peut défendre ça. Mais quand l'État se trouve dans cette position, il faut se demander c'est la faute à qui? C'est la faute aux élus aussi, puisque la convention signée en 2012 consacre l'importation du bois à Marie-Galante, qui est une aberration. Comment des élus, dont certains sont toujours là, ont pu signer ça et nous convaincre, nous, d'accepter ça? Je me souviens qu'on m'a invité à déjeuner pour me dire « Harry, calme-toi, on a retiré le charbon ». Et j'ai dit « Montrez-moi où vous allez prendre ce bois ». On m'a dit « On t'emmène voir ». J'ai dit « Je ne fais pas de tourisme d'affaires ». Et je ne suis pas allé voir. Mais au départ, l'État a obtenu des élus qui signent en 2012 et qui réitèrent en 2013 la mise à disposition d'un terrain à Marie-Galante pour construire une centrale qui importerait du bois. Je veux bien que l'évolution des temps, des mœurs aidant, que les élus changent de position. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc les élus ont le droit de revoir leur copie. Et l'État a le devoir d'entendre les élus légitimement élus. Mais quand l'État dit « je vous donne l'argent pour faire la récolte à condition que vous consacriez à Albioma », je trouve qu'on n'a plus d'État. Là, c'est plus l'État, c'est l'État voyou, là. Survie de la filière canne contre risque sur la santé et l'environnement. Pour d'autres, la question ne peut être discutée. Je dis que dans l'état actuel de Marie-Galante, est-ce que je peux prendre le risque de tuer l'usine? À cette question, on me dit « et alors ?» Moi, je dis non. Je dis que si on tue l'usine, on tue la population marie-galantaise parce que, je vous dis une chose, et c'est ça qui est important dans la pollution. La pollution actuelle de l'usine est nocive pour la santé. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, pourquoi, en divisant par 1000 la pollution, on me dit que je prends le risque de polluer ma population? Alors, non, mais ça c'est important. Mais la vraie question, vous venez de la poser. Et c'est ça au-delà de tout ce nuage de fumée qu'on fait, c'est ça le vrai problème. Moi, je dis que je ne peux pas aujourd'hui poser la question de l'existence de mon usine parce que je n'ai que ça. Toute l'économie marie-galantaise tient de cela. Et je vais vous dire au pire, si j'enlève l'usine, le vrai risque c'est quoi? C'est que demain matin je sois à Saint-Martin, je suis une île qui fait 80 km de circonférence, 50 km de plage, des terres avec vue sur mer. Ça intéresse tous les fortunés du monde. Si j'enlève la canne, je win ma population. Si je win ma population, je fais de la spéculation foncière. Saint-Martin, ça s'est basculé en 10 ans. Moi, ça prendra moins de temps. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche d'un territoire un peu comme Marie-Galante, paisible, à 15 km d'un aéroport international. Si vous enlevez la canne, vous enlevez la population que moi je représente. En attendant, les élus marie-galantais, désormais soutenus par l'État, sont bien déterminés à dessiner un nouveau destin à l'île de Marie-Galante. Et la loi de transition énergétique est bel et bien en marche. Les universités également s'adaptent à cette nouvelle donne. La ministre de l'Environnement a ainsi pu rencontrer les élèves ingénieurs de l'Université des Antilles. Ils lui ont présenté leurs actions en matière de développement durable. Reportage Linda Kayarsi. C'est dans une ambiance bon enfant que les étudiants de la formation d'ingénieurs ont accueilli la ministre de l'Environnement. Cette visite de la ministre de l'Environnement et de l'Énergie et de la Mer est pour nous un signe fort de l'engagement du gouvernement pour la zone Antilles, pour la Caraïbe dans le développement des énergies renouvelables, du développement durable. Et de même, c'est aussi un signe fort pour notre formation d'ingénieurs qui est toute jeune et qui a besoin d'un soutien aussi de la part du gouvernement, des instances en place. Une initiative saluée par Ségolène Royal qui compte sur ses futurs ingénieurs pour participer à l'équilibre énergétique de la France, du monde. J'ai besoin de vous pour que nous réussissions à appliquer l'accord de Paris sur le climat. Qu'est-ce que c'est que l'accord de Paris sur le climat? Vous le savez, pour la première fois dans son histoire, l'humanité a réussi à se mettre d'accord pour que nous puissions nous engager sur la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire pour rester en dessous du réchauffement des 2 degrés climatiques d'ici la fin du siècle. Un bel échange pour la formation d'ingénieurs, mais également l'université qui rayonne davantage à travers ses enseignements.
elle est partie avec des idées très, très claires et elle a reconnu ce que nous faisons. Et moi, je pense que quand on reconnaît ce que nous faisons, nous avons plus l'envie de continuer, l'envie de nous propulser vers l'avenir, vers d'autres projets encore plus ambitieux. Pour boucler cette rencontre, la ministre de l'Environnement s'est vue remettre une médaille ainsi que le président de l'Université des Antilles pour leur engagement énergétique et pour la recherche. Et Ségolène Royal a quitté notre département et a depuis rejoint la Martinique. Elle s'est rendue directement aux Trois-Îlets où elle a inauguré la Maison de la Mangrove en présence des élus, dont le président du conseil exécutif de la CTM. Elle a affirmé sa volonté de soutenir toutes les actions de protection des espaces naturels. On écoute d'ailleurs la ministre interrogée par Alizé Lutran face à la caméra de Michelet François. Cette caserne est un exemple de la prévention, de la mobilisation. C'est là qu'est le pôle de décision concernant donc la répétition grandeur nature. C'est là qu'est le commandement aussi de cette dynamique de protection et de mobilisation de la population. Donc c'est tout à fait remarquable et exemplaire. C'était important que moi-même, en tant que représentant de l'État, je vienne consolider ces équipes qui représentent le grand service public de l'État. Il va y avoir un investissement de 450 millions d'euros sur l'ensemble des territoires et ça, je crois que c'est un investissement extrêmement fort qui va créer en plus des emplois dans la filière bâtiment. Et ce que j'ai demandé, c'est ce qu'on veille, est-ce que quand on va refaire les travaux antisismiques, on veille aussi à intégrer les énergies renouvelables. Et c'est dire à quel point l'État est soucieux de la protection des populations. Ça, on est vraiment là dans l'exemplarité du service public. C'est dans aucun pays, chaque fois que je vois une catastrophe naturelle ou climatique ou de transport, on a un service public aussi efficace qu'en France. Rupture d'approvisionnement, équipement en panne, opération chirurgicale différée, telle est la dure réalité du CHU de Pointe-à-Pitre. Loin d'être rassuré sur l'avenir de l'établissement, le syndicat UTS-UGTG a appelé aujourd'hui à la mobilisation. Reportage Karen Diamin. Accès entravé, hall d'accueil investi, le personnel hospitalier du CHU est entré en grève illimitée après un mois de mobilisation. Nous avons fait en motion le 16 février dernier avec l'ensemble du personnel où nous avons un ultimatum de bonnes des réponses aujourd'hui là. Nous pas ni réponse, donc nous mobilisons nous aujourd'hui là, mais nous pouvons continuer les jours à venir, demain encore nous là, après demain et de jour en jour, puis nous pouvons ni réponse, puis nous tarder le mouvement là qui endure aussi. Avec un déficit de 90 millions d'euros, le CHU ne peut plus assurer la bonne pratique des soins hospitaliers. Un quotidien devenu bien trop lourd pour le personnel. En tant que médecin, on veut juste les moyens de travailler dignement, de donner aux patients guadeloupéens toutes ces chances, comme tout patient français. On estime qu'en 2017, arrivé à cette situation où le patient guadeloupéen n'a pas de moyens pour être soigné et à qui on demande beaucoup de sacrifices, c'est pas normal. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit mais pourquoi en Guadeloupe on en arrive à ça? Les médecins, on n'a plus les moyens de travailler correctement et d'amener une qualité de soins à nos patients. Si le conseil de surveillance de l'hôpital s'est réuni vendredi dernier, aucune solution pérenne n'a été trouvée. À l'issue de la rencontre-là, il n'y a pas tenu de réponse concrète suite au déblocage des fonds, à savoir l'annulation totale de la dette du CHU, puisque là, l'État a décidé de nous 49 millions d'euros, à savoir 3 millions tous les mois. Mais il faut que Guadeloupe sache que l'argent-là, ça peut servir à grand-chose. Ça a servi simplement à rembourser les dettes que l'hôpital a contractées vers les fournisseurs de 2014 et 2015. Concernant la dette à 2016 et l'année 2017 qui ont entamé, nous pas ni l'argent pour payer les fournisseurs. Donc ces fournisseurs-là, que même si nous baillons en monnaie, ils peuvent livrer le CHU qui c'est en termes de médicaments, de nourriture, parce que le CHU n'a pas rempli les obligations nécessaires, pas qu'à bailler l'argent là pour ça livrer nous. Selon le syndicat, l'unique solution serait l'annulation de la dette du CHU par l'État. Mais en attendant, le service minimum reste assuré. En bref, maintenant, fin de conflit à la CANBT. Les partis ont réussi à s'entendre sur les différents points de revendication, mais nous y reviendrons en détail dans notre édition de demain. Ils ont choisi Emmanuel Macron comme candidat pour la présidentielle. Les militants du GUSR ont confirmé dimanche dernier leur position avant de distribuer son programme. Guy Losbar, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le président du GUSR, de Guadeloupe Unie, Solidaire et Responsable. Je dois le rappeler parce que vous avez changé récemment de nom. Vous avez choisi Emmanuel Macron comme candidat pour la présidentielle. Est-ce que c'est par fidélité à Richalus ou est-ce par conviction réelle? Par conviction réelle. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a 3 raisons qui expliquent notre choix, puisqu'il faut rappeler que notre démarche et la démarche d'Emmanuel Macron est identique, puisque depuis quelques mois, nous avons fait cette analyse et qu'aujourd'hui, il ne s'agissait plus de poursuivre la politique de la même manière avec les vieux schémas gauche-droite et autres. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les élus soient proches des préoccupations de la population. C'est en ce sens qu'il y a eu le changement de dénomination de Guadeloupe Unie au mois de novembre. Aujourd'hui, Guadeloupe Unie s'affiche solidaire et responsable. Solidaire pourquoi? Parce que, de par notre histoire, notre situation sociale et autres, mais responsable pour s'engager dans l'avenir de la Guadeloupe. Guy Losbar, pour bien comprendre, Emmanuel Macron ne se considère pas comme un candidat de gauche, plutôt même de droite. Est-ce que le GUSR est devenu un parti de la droite, de la gauche? Non, comme je vous expliquais à l'instant, les schémas classiques gauche et droite n'ont plus d'existence, n'ont plus de raison d'être. Aujourd'hui, on parle plus en termes de progressistes et de conservateurs. Et dans cette démarche que nous affichons comme étant des progressistes, qu'on se retrouve. Mais au-delà de cette démarche, c'est cette vision d'Emmanuel Macron également, puisque son approche de l'outre-mer est différente des autres hommes politiques. Ce qu'il dit, c'est que les outre-mer ne doivent pas être considérés seulement comme avec des handicaps, mais un atout en termes de développement, un atout avec des potentialités en termes de développement pour la France et bien sûr nous. Son programme a été dévoilé tardivement. Quels sont ses axes prioritaires pour les Outre-mer? Donc les axes prioritaires, c'est déjà prendre en considération les spécificités de l'Outre-mer. Et nous, au niveau de Guadeloupe Unie, dimanche, nous avons validé des propositions qui seront reversées dans le programme d'Emmanuel Macron en termes d'éducation et autres. Ce que nous disons, c'est que les programmes scolaires doivent tenir compte de notre réalité locale, de notre environnement géographique. Nous disons que les jeunes diplômés de la Guadeloupe doivent être favorisés pour être affectés dans les consulats, dans les ambassades, dans la région caribéenne. En termes économiques, il faut trouver de nouveaux véhicules financiers pour absorber l'épargne locale. Et bien sûr, il faut un plan Marshall en termes de développement économique parce que et cela nécessite une réorganisation des aides telles que politique de la ville, les contrats de ruralité, l'amélioration de l'habitat, de manière à ce que tout cela puisse servir de levier et booster le bâtiment, qui est un élément fondamental pour tout développement économique. Guy Losbar, Manuel Valls vient d'apporter également son soutien à Emmanuel Macron, l'ancien Premier ministre, une nouvelle plutôt étonnante et désarmante. On a le sentiment que la gauche est complètement divisée, explosée. Est-ce que vous ne craignez pas finalement de perdre cette élection présidentielle à cause de cette division? Vous me parlez de la gauche, quoi. Comme je vous ai dit, on ne se situe plus dans ce schéma gauche-droite. Ce qui est important, mais les électeurs doivent s'y retrouver, monsieur Losbar. C'est qu'il y a un candidat, Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui ne se Manuel Valls est bien de gauche et soutient Emmanuel Macron. On a du mal à s'y retrouver. Manuel Valls est de gauche, soutient Emmanuel Macron, comme il y a beaucoup d'autres sensibilités de droite qui aujourd'hui soutiennent Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes ont bien compris ce qui était important, c'est la vision qu'on a pour la société. Ce sont les projets qu'on veut, ce sont les priorités qui déterminent. Et c'est dans cette démarche qu'on puisse trouver aujourd'hui des personnes qu'on aurait pu qualifier de gauche, qu'on aurait pu qualifier du centre ou de droite et qui se retrouvent dans ce schéma et dans cette dynamique d'Emmanuel Macron. Quelles sont les prochaines actions qui seront mises en place justement pour essayer de rassembler un maximum de Guadeloupéens autour d'Emmanuel Macron? Donc dimanche, il y a eu la Convention de Guadeloupe Unie qui a validé ce soutien à Emmanuel Macron, mais il y a beaucoup d'autres forces et de personnalités politiques qui adhèrent à cette démarche. Donc il appartiendra dans les jours prochains de mettre en place tout un plan d'action, de faire en sorte que les différents militants sur l'ensemble du territoire puissent aller convaincre, expliquer cette démarche et que pour les élections présidentielles, qu'en Guadeloupe, qu'Emmanuel Macron puisse avoir une très large victoire.
Guy Losbar, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous le saviez peut-être, ce 14 mars célébrait la Journée internationale d'action pour les rivières. Tous les ans, où des milliers d'individus partout dans le monde élèvent la voix pour honorer les rivières du monde et les personnes qui luttent justement à les préserver. Ces petits cours d'eau qui nous procurent bien du plaisir. On regarde le reportage de Moïse Dexter et de Patrick Curie. Ah, ça a bien rafraîchi avec cette chaleur. Et non, c'est impeccable. Une bonne eau bien fraîche, bien limpide. C'est top. On s'est baigné, l'eau était bonne malgré l'ombre, mais pour une première fois ça fait plaisir. On est dans la nature, donc ça fait du bien parce que vous savez avec les rhumatismes, donc ça fait du bien aux jambes, ça fait du bien au corps et puis ça donne une belle peau surtout. C'était sensationnel, c'était super frais, très bien, magnifique, très bel endroit. Moi ça me fait du bien, ça me relaxe, c'est relaxant vraiment. Et puis j'apprécie beaucoup. Et puis nous sommes en Guadeloupe, il y a plein de rivières, il y a la mer, on a le choix entre les deux, c'est sûr tout ça. Oui, c'était bien. Ouais, c'était très relaxant quoi. On a bien amusé. On s'est amusé pas mal. C'est très agréable, même 5 minutes simplement. Les gens en plus sont très sympas et le cadre est magnifique. Il est très bien entretenu, donc vraiment très bien. C'est propre, c'est très propre. Oui. C'est très agréable. On se rend en pleine forêt, enfin on est en pleine forêt. Donc c'est très agréable. Oui, c'est très propre, c'est très bien entretenu et j'espère que ça reste ainsi. Oui, là, dans ce site-là, oui, mais pas dans toute la Guadeloupe. Mais là, oui, effectivement, c'est très joli. On est en pleine nature, je vais dire que le site est bien entretenu, mais peut mieux faire quand même. Oui, il est propre, très entretenu, oui, tout à fait, c'est très bien. Ah, très propre, non, c'est très bien, franchement, c'est très agréable et tout ça. Non, franchement, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment une belle petite promenade à faire. Ça s'est beaucoup amélioré. Il y a une grande amélioration et c'est tant mieux pour nous. C'est la Guadeloupe et puis il y a des touristes, et ça c'est nous, ça reflète les Guadeloupéens. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant, une semaine pour mieux comprendre la santé mentale. Et puis Facebook passe à l'offensive avec un nouveau réseau social, une nouvelle application censée concurrencer Snapchat, découverte dans ce journal. Depuis hier, c'est ouvert la semaine de la santé mentale au Mémorial Actes de Pointe-à-Pitre. Pour cette 28e édition, les professionnels de santé ont choisi la thématique du travail. Comment s'insérer dans la vie professionnelle quand on est atteint de pathologie mentale? Réponse avec Karen Diama. Pour cette 28e édition, professionnels et particuliers pourront s'informer et échanger sur les spécificités de la santé mentale et du travail, thème retenu pour cette nouvelle semaine d'information. Les troubles mentaux induisent beaucoup d'absentéisme au travail. Le travail peut produire une souffrance et induire justement des troubles psychiques. On sait que quand on a fait notre étude, que par exemple le taux le plus élevé de troubles psychiques, c'est chez les chômeurs. Il y a des catégories qui sont beaucoup plus exposées, les personnes isolées, les personnes donc avec un bas niveau socio-économique, de faibles revenus. Toutes ces personnes sont encore plus exposées à la souffrance psychique. Donc les personnes sans travail souffrent. Et par contre, les personnes au travail peuvent aussi être en souffrance. Le travail peut à la fois produire de la santé ou produire de la souffrance selon les cas. Pendant une semaine, une multitude de journées portes ouvertes ou de conférences-débats seront initiées pour aller à la rencontre du grand public. L'intérêt pour les familles, c'est d'avoir accès à une information plus élargie en ce qui concerne tout ce qui touche à la santé mentale. Une famille, quand elle est confrontée aux troubles psychiques d'un proche, elle se retrouve face à des difficultés considérables et la maladie a tendance à provoquer des ruptures et souvent les familles sont très isolées dans leurs difficultés. On est tous concernés par ça, personnellement ou au niveau de notre famille. Or, plus on met les gens de côté, plus ils vont être malades. Donc l'objectif, c'est chaque année d'avoir une vision beaucoup plus globale de la santé mentale dans ses différentes composantes. Les soins, certes, quand on est malade, mais aussi éviter de tomber malade en ayant tous les facteurs qui concourent à la santé. Le logement, le travail, l'activité physique, etc., etc. Selon une étude réalisée en 2014 par l'OMS, 34% des Guadeloupéens souffriraient de troubles psychiques.
Et tout autre sujet maintenant, Facebook, le réseau social, a lancé officiellement son nouveau réseau nommé Messenger Day. Grâce à cette application, l'utilisateur peut customiser ses photos et vidéos, de nouvelles fonctionnalités qui rappellent vaguement, en tout cas celle de Snapchat. À quoi ressemble cette nouvelle application? La réponse avec Linda Kayarzi. Désormais, les utilisateurs de l'application Messenger pourront prendre une photo ou une vidéo, la modifier en ajoutant des stickers, du texte et la faire apparaître dans la Messenger Day. Traduction, la journée Messenger, en bref une fonctionnalité similaire aux stories. Pour accéder à Messenger Day, il suffit simplement d'effectuer la dernière mise à jour de l'application Messenger. Une fois l'application ouverte, il suffit de taper sur le nouveau symbole en haut de l'écran pour accéder à l'appareil photo. Chaque élément ajouté à Messenger Day possède une durée de vie de 24 heures, exactement comme les stories d'Instagram. Par défaut, seuls les amis de l'utilisateur peuvent voir ses contenus, mais il peut encore en restreindre l'accès à un groupe choisi. Après avoir tenté de copier Snapchat avec Instagram, puis avec WhatsApp, le groupe Facebook tente un énième repompage de l'application via ce Messenger Day. Reste à savoir maintenant si cette obsession de la part du réseau social au pouce bleu finira par payer ou si cette fonction Messenger Day fera un flop face aux petits fantômes jaunes, précurseurs en la matière. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Petit-Bourg. La distribution de l'eau sera perturbée demain dans le secteur de la Lézarde. Dès 7 h du matin, un retour à la normale est prévu en début de matinée demain. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Millénis, aux Abîmes, de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez avec nous dans un instant, Eddy Planté pour Questions Directes.